Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mesdames et messieurs, mais bien d'être meilleur que la personne que nous étions hier. Alors, c'est un nouveau jour aujourd'hui avec de nouveaux défis. Nous sommes ensemble pour le grand rendez-vous. C'est notre défi à nous ici. On vous remercie pour l'attention. À tout de suite pour le menu. Nous sommes le 29 août 2018, c'est un nouveau grand rendez-vous, il est 19 h, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Nous allons ici même vous présenter le menu du grand rendez-vous et retenez déjà qu'on revient ici sur la nutrition au Bénin. Qu'est-ce que les Béninois mangent hier avec Rigobert Sosa Djekpe, nutritionniste. Nous avons su que les Béninois, nous mangeons mal, nous nous alimentons mal. Il revient pour nous apporter les détails, ce que nous devons éviter pour notre santé. Nous aurons également sur ce plateau Marcel Effon. Nous sommes mercredi, il a rendez-vous avec vous, mesdames et messieurs. Il est coach en leadership de développement et avec lui, on va parler de la réussite socio-professionnelle. Il va nous apporter ici même les secrets. Et le dernier plateau consacré à Autant Savoir reçoit Auguste Adjovi. Il est chef service des études de la réglementation et du contrôle à l'Agence nationale de transport terrestre. Et avec lui, nous allons parler de l'immatriculation des motos. Vous le savez, ça a démarré. Le contrôle a démarré. Je dirais même la répression a démarré. Mais quel intérêt avons-nous à immatriculer nos motos? Nous l'aurons sur ce plateau pour aborder le sujet. Nous aurons également sur le grand rendez-vous Estelle Pazou pour nous présenter le 19h45. Mais en attendant, on l'aura pour nous donner le menu. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. La pleine forme? Ça va très bien chez vous? Je vais très bien également. Alors, au menu du 1945 ce soir, on retient quoi? Alors, les pays producteurs africains ne profitent pas réellement de leur production de cajou, tout simplement parce qu'ils ne le transforment pas suffisamment. À travers la deuxième session du Conseil international consultatif du cajou, les acteurs réfléchissent à comment inverser la tendance. Les écoles de formation en art de la scène brillent par leur absence au Bénin. Les artistes se forment sur le tas et ont du mal à exploiter toute leur potentialité. Et puis, DVV, c'est l'artiste que nous allons découvrir dans ce journal. Elle a lancé son premier album intitulé Jésus Degbe. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci à vous, Estelle Pazou. On vous retrouve donc dans environ, je dirais, dans moins de 45 minutes, n'est-ce pas? Oui, heureuse, je serai là. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, ici sur ce plateau, les bonnes choses vont démarrer. Le premier plateau, nous allons installer notre invité de nature et bien-être.
Comment est-ce que les Béninois s'alimentent? Comment est-ce que les Béninois se nourrissent? Nous aurons sur ce plateau le nutritionniste Rigobert Sosa-Djekpe pour nous donner tous les détails. Mais d'abord, eux-mêmes, les Béninois même se sont prononcés sur le sujet. Écoutez-les. Non du ma, et quand on cuit vous met, et quand on tomate gan met on met, non du wo, non du qui, non du lio, non du décous sunu, dessins sunu quoi, non du. Souvent du spaghetti, du riz avec la sauce, avec accompagné du poisson frais, souvent. Et mis à part ça, quoi d'autre? Bon, de l'igname avec du jus. Sinon à part ça. Bon, j'aime pas trop manger de la sauce avec de la cassa ou de la pâte, non. Moment et comment on dit, amavivé là. Amavivé. Ensuite, du chariot aussi. Milo au lait, bien dosé, hein, un verre. Je pense avec du pain. Le soir, j'ai l'habitude de dire à madame de me préparer agbeli accompagné de la sauce d'arachide. Surtout la pâte appelée amio, j'aime ça, mais pas avec du cube et la tomate en boîte. On prépare ça blanc et c'est bon, ça passe. En dehors de ça, bon, les légumes et la j'aime aussi ça. Je peux manger la salade, mais ça se fait de quelle manière? Les feuilles, la laitue, plus tomates et puis oignons, et on met un peu d'huile, vinaigre pour faire cela. Le matin, j'ai l'habitude de prendre la bouillie. Accompagné de quoi? Accompagné du dokor. Accompagné du dokor. À midi, j'ai l'habitude de prendre la pâte de maïs ou la pâte du manioc, comme on appelle agbeli. Ouais. Et accompagné de la sauce de légumes. Et le soir, quel que soit le phare, je prends toujours la pâte. La bouillie de soja et la bouillie de mil aussi. Et acli, comme on le dit en fond. Acli, c'est ça j'aime. Avec de l'arachide. J'aime pas trop le pâté, le toko. J'aime souvent l'arachide. Bon, si je me lève très tôt, je prends un peu de l'eau. Bon, après l'eau, une heure après, je prends du fruit. Des fruits et autres là. Bon, après ça, je peux prendre du pain et saucisse. La bouillie, à coulis, les matins comme ça me fait dormir. Viande de mouton frit avec piment vert. Aujourd'hui, maintenant, c'est du pain j'ai pris. Avec, je dirais, le tchala, c'est ça j'ai pris. J'ai pris de l'haricot. Le soir, après avoir tout mangé, quand je ne prends pas la bouillie, je ne suis pas à l'aise. Vous avez suivi donc l'avis des Béninois, des citoyens lambda sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils mangent? On a eu un peu l'avis d'un certain nombre de personnes. On a sur le plateau l'expert pour nous donner son avis sur le sujet. Monsieur Rigobert Sosa-Djekpe, merci d'être là aujourd'hui encore. Oh, merci beaucoup, Madame la journaliste. On a laissé un certain nombre de choses en suspens hier. Oui, ça c'est vrai. Quand on s'était arrêté sur l'huile que nous buvons dans notre alimentation, ce qu'on a pu démontrer avec vous hier. Mais aussi, on avait parlé de l'huile quand on l'abandonne sur le feu, où ça dégage un gaz qu'on appelle acroléine, qui est un produit toxique. Et c'est dans cette huile-là maintenant que nous préparons les pâtés, les beignets, tout ça là que nous consommons. Alors, en plus de ça, même nous-mêmes, nous écrasons correctement notre tomate, les ingrédients. Et pour préparer la sauce, on met encore l'huile sur le feu et on jette tout dedans et ça dit tchouah. Et là, on sait qu'on est en train de cuisiner. De cuisiner. Et tout le monde a... Donc, on mange vraiment très mal. Très mal. Très mal. Est-ce à dire que l'huile ne devrait pas être chauffée à ce degré-là? Non, pas du tout. Pas du tout. On y met les condiments. Nos parents préparaient très bien parce que quand on écrase tout ça là, on met ça dans un peu d'eau. Et puis après, on ajoute peut-être une cuillerée d'huile là-dedans. C'est ça, ça suffit. Juste une cuillerée d'huile? Oui, c'est suffisant. À la fin de la cuisson? Oui.
quand vous mettez vos ingrédients tout dans la marmite avec un peu d'eau, vous mettez un peu d'huile parce qu'on en a besoin. Pour conduire, par exemple, la vitamine A, on a besoin d'huile. Aussi, on a besoin d'huile pour de l'énergie parce que ça donne plus de kilocalories. 1 gramme d'huile va nous donner 9 kilocalories. Donc, c'est nécessaire d'avoir un peu d'huile. Mais quand vous ne faites pas ça et vous mangez, mais il n'y a pas un tas d'ordures dans notre organisme. Donc, quand vous envoyez tout ça là, mais tenez-vous tranquille, l'organisme range où il veut. Et en plus de ça, nous utilisons beaucoup de sucre. Il y a certaines sucreries sur le marché où nous avons pesé cette quantité de sucre que nous vous montrons parce que l'adulte prend conscience quand il voit. C'est quelle quantité ça déjà? Ça c'est du sucre en poudre. Nous avons pesé, ça fait 10 grammes, 9 ici. Donc ça veut dire que quand dans votre sucrerie, il y a beaucoup de sucre. C'est le même phénomène. Mais on a quand même suivi un intervenant qui a dit quand lui va au resto ou avec des amis pour se divertir, il prend au maximum 4 bouteilles. Et 4 bouteilles, une bouteille d'alcool, de bière, et puis 3 sucreries, 3 bouteilles de sucreries. Donc, calculons si, parce que je ne connais pas le type de sucrerie qu'il consomme, mais si c'est le cas, alors multiplions ceci par 4 et vous allez voir ce qu'il a ingurgité. Et donc, dans chaque sucrerie de 0,5 centilitres, je crois. 0,6 centilitres. 0,33 centilitres. C'est ça. 10 grammes. Et c'est toute cette quantité-là. Qui est de sucre qu'il y a dedans. Alors, quand vous envoyez ça là-bas, l'organisme, il n'y a pas un tas d'ordures. Lui, comme je l'ai dit pour l'huile, c'est la même chose pour le sucre ajouté. Et surtout quand vous ne faites pas de mouvement pour que l'organisme puisse brûler, pour faire sortir tout ça là de votre organisme, là, vous êtes candidat direct aux maladies de nos jours, le diabète. Parce que quand il manque encore un élément, l'organisme va chercher en son sein. C'est l'autophage. C'est-à-dire l'organisme mange lui-même. Donc, quand il manque quelque chose, il peut aller chercher au niveau des organes. Il peut aller chercher, par exemple, au niveau du pancréas, que vous avez déjà surchargé, vous avez donné beaucoup de travail. Maintenant, ça, plus le sucre, tout ça là, c'est que l'organisme va chercher quelque chose au niveau du pancréas. Le pancréas n'arrive plus à être efficace. Donc, vous êtes directement candidat au diabète. Ça là, il n'y a rien à dire. Mais il y a un autre intervenant qui a dit, ce qu'on voit d'ailleurs très souvent sur les réseaux sociaux, que quand il se lève le matin, il prend de l'eau, il boit un peu d'eau d'abord. Et 1 heure de temps après, il peut prendre son petit-déj. Ah, c'est vrai. C'est ça, auparavant, la science nous a dit que quand on prend de l'eau, ça balaie tout ce qu'on a mangé la veille, et puis l'organisme reprend. Mais aujourd'hui, on a les résultats nous ont donné que si vous prenez de l'eau à jeun, c'est que si vous êtes un homme, avec le temps, vous aurez des problèmes d'impuissance. Vous n'arriverez plus à bien bander. Et si vous êtes, une femme, tôt sans rien manger et prendre de l'eau, c'est que vous aurez des problèmes à bander si vous êtes homme. Si vous êtes femme, à un moment donné, vous n'aurez plus envie de l'homme. Donc, c'est comme ça. Donc, la fragilité et tout, ça commence. Ça commence. Donc, il faut au moins ajouter peut-être de jus de citron, de jus d'orange, mais jamais l'eau plate le matin. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Preuve que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux... Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention. Et tout ça là, quand l'eau, c'est nécessaire. Vous devez prendre au moins 2 litres d'eau par jour. Tout à fait. Parce que c'est l'eau qui véhicule toutes les opérations chimiques qui se passent au niveau de l'organisme. L'eau est présente. Donc, l'eau est aussi un dissolvant. Il y a un cas où un monsieur est constipé, il a utilisé les laxatifs, il a tout fait, mais à un moment donné, il n'arrivait plus, il est toujours constipé. Il est allé à l'hôpital, on a observé, on est obligé de lui faire ce qu'on appelle le bain-toi. On l'a vidé
Et on a vidé un monsieur de 51 ans, on a vidé son gros intestin, mais nous avons constaté qu'il y avait une partie noire. On s'est dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas un danger quelque part au niveau de son gros intestin? Mais finalement, après les analyses, on a constaté que c'était un déchet qui s'était accumulé là et qui a environ 40 ans. Donc, quand vous accumulez, vous envoyez les choses, l'organisme met là où il veut et comme il veut. Parce que quand vous ne suivez pas... Surtout quand il n'en a pas besoin. Surtout quand il n'en a pas besoin. Il les place où il veut. Et vous êtes directement candidat aux diverses maladies. Alors, donc, dans ces conditions, et nous n'allons pas oublier qu'il y a certains éléments qui nous manquent ici. Quand nous avons fait le tour du Bénin, on a constaté qu'il y a certains éléments qui manquent dans notre alimentation. Quand je prends par exemple le calcium, le calcium nous manque. Or, le calcium est nécessaire parce que quand une femme est enceinte, ça arrive où on voit leurs dents qui se brisent dans leur bouche parce que l'enfant est en train, l'os du bébé, ça vient de la maman. Si la maman ne consomme pas assez de calcium, bon... Mais voilà, je crois que à Srokiko, la réalisatrice nous... Voilà, les crabes, il y a du calcium dedans, n'est-ce pas? Et on en consomme souvent. Oui, apparemment, oui. Est-ce que vous consommez la carapace? Est-ce que vous consommez, c'est la carapace, c'est là où il y a le calcium. Mais il y a les sources de calcium dans Asrock. Donc ce n'est pas ça qui est utile pour notre organisme, c'est beaucoup plus la carapace. Si vous pouvez manger la carapace, oui, il y a le calcium dedans. Bien sûr, quand on parle, on vous fabrique des choses de calcium, on utilise aussi ces carapaces. Bien sûr. Mais finalement, que manger? Finalement, que manger? Parce que vous avez dit le docor, notre niveau docor, ce n'est plus bon. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Finalement, qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il y a un type d'aliment qu'on doit prendre peut-être quotidiennement pour terminer? Bon, quotidiennement, voilà, nous avons notre plat. On a des aliments. Ici, nous avons fait des suggestions. Quand vous voulez bien manger, c'est vrai, vous devez... Comme je l'ai dit, la moitié de votre assiette doit être les fruits, les légumes. Donc, quand je parle de légumes... On va éviter, on va laisser tomber les détails. D'accord. Bon, les légumes, parce que nous préparons mal aussi les légumes, il faut bien préparer ça. D'accord? Il ne faut pas jeter l'eau, presser, jeter l'eau et manger les déchets des feuilles. En plus, il faut prendre de glucides et de... lipides, mais lipides, ça se trouve déjà dans beaucoup d'aliments. Quand il faut en prendre dans les fruits et légumes, il y en a dedans aussi. Donc il faut prendre de protéines. Ne restons pas comme on le faisait auparavant. Nous ne condamnons personne. Moi-même, avant d'étudier la nutrition, je mangeais comme tout autre. Mais c'est plus tard que j'ai compris et j'ai laissé tomber. Donc, il faut améliorer notre style d'alimentation. Merci beaucoup. Ce serait bon que les gens nous contactent pour le reste. Pour le faire. Ce qui est sûr, on vous aura sur d'autres plateaux pour aborder toujours le sujet lié à la nutrition, l'alimentation et la nutrition au Bénin. Vous avez une moto? Non. Vous n'en avez ça pas. Fait longtemps. Donc vous n'êtes pas concerné par l'immatriculation des motos? Non. D'accord. Mes enfants de moto, mais tout est immatriculé. Ben là, ce sont de bons citoyens. Oui. Parce que c'est ce que le ministère des Transports terrestres exige et demande aujourd'hui. La répression avait démarré, momentanément suspendue maintenant. Je crois ça reprend en décembre prochain. Je crois un moratoire de 3 mois environ donné aujourd'hui aux citoyens béninois pour revenir dans la norme, pour faire immatriculer leur moto. Et on va en parler d'ailleurs dans Autant Savoir tout de suite avec un chef-service, le chef-service des études de la réglementation et du contrôle au niveau de l'Agence nationale pour les transports terrestres. Autant Savoir tout de suite. Alors,
Alors, autant savoir, ce jour reçoit Auguste Adjovi, chef service des études de la réglementation et du contrôle au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres pour parler de l'immatriculation des motos, leur intérêt pour nous, citoyens qui avons des motos. Mais d'abord, on va suivre cet élément réalisé par Marcel Betoro sur le sujet. Conduire une moto, c'est bien. Quand elle est immatriculée, c'est encore mieux. Au Bénin, les dispositions sont prises pour faciliter l'immatriculation. Le processus est unique. Le processus habituel que nous connaissons est celui-ci. Lorsque vous achetez une moto et vous n'avez pas encore d'immatriculation, on vous demande votre papier d'achat. Ensuite, on vous demande les papiers de dédouanement. Ensuite de cela, on va vous demander une liste sur laquelle se trouvent plusieurs châssis, dont le vôtre. Vous allez déposer également une photocopie de votre carte d'identité légalisée. La durée de réalisation de l'immatriculation est fixe et précise. Par contre, le coût peut varier compte tenu des caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui, l'immatriculation est possible. En 48 heures seulement, vous avez déjà votre titre de transport et vous pourrez déjà circuler sans être inquiété par personne. Il y a un montant naturellement qu'il faut déposer sur le dossier qui est de 11 500 francs pour les engins qui appartiennent aux détenteurs de la moto même et de 15 000 francs lorsque c'est une mutation. Un montant qui visiblement a varié. Il reste le seul handicap pour la population qui aimerait vivre dans la légalité. En son temps, ça m'a coûté seulement 3 500. Je n'ai pas le prix en tête, mais quelque chose de 10 000, 11 000 si je me rappelle le total. Vu la situation que nous traversons actuellement, nous savons que c'est un peu dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais entre l'envie d'immatriculer et le défaut de moyens, la sécurité de la population reste la priorité. Quand les motos ne sont pas immatriculées, comme ça, là, on veut signaler qu'on a volé une moto, là, on ne peut pas dire c'est telle moto qui est volée. Vous comprenez? Il faut d'abord aller faire la déclaration pour dire que c'est telle moto, de telle marque, etc., etc. Or, tout de suite, à un poste de police le plus proche, là, on peut déjà dire, ah, moto, tel numéro vient d'être volé ou bien vient d'être pris par des voleurs. Et puis, l'information peut circuler tout le long des postes de contrôle qui existent. Ne pas immatriculer sa moto est une infraction. Elle expose son propriétaire à des sanctions selon la loi. Au Bénin, la répression en ce qui concerne l'immatriculation des motos a démarré et se poursuit. C'est depuis des lustres qu'il était prévu que chacun vienne de façon spontanée immatriculer sa moto. Mais nous avons estimé que le Béninois, lorsqu'on ne met pas un peu de pression, il ne se décide jamais. Donc cette pression-là, elle consistera à faire quoi? À raisonner toutes les motos qui n'auront pas de plaque derrière la moto. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Immatriculer sa moto, c'est avant tout un devoir citoyen. C'est aussi contribuer au développement sécuritaire du pays. Merci Marcel Betoro et on retrouve notre invité sur le plateau, Auguste Adjovi, comme je le disais tantôt, chef service des études de la réglementation et du contrôle au niveau de l'Agence nationale de transport terrestre. Monsieur Adjovi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Ça me fait, c'est un plaisir pour moi. Il est partagé. Ouais. Alors, on a eu un de vos collègues, je dirais, du département de l'Atlantique, également du littoral, qui est intervenu sur le sujet, mais on aimerait quand même revenir sur l'intérêt réel. Est-ce uniquement pour préserver les utilisateurs de motos lorsqu'on parle de vol de motos ou quoi d'autre? Parce que si ce n'est que ça, mon parent du village vous dira qu'il a anti-vol. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. Au fait, l'immatriculation des motos constitue des mesures de sécurité à l'intérieur de chaque nation. L'arrêté, il y a un décret 2013, -349, du 4 septembre 2013, portant réorganisation du système d'immatriculation, de l'immatriculation des véhicules en République du Bénin. Et qui stipule en son article 3 que tout véhicule neuf ou d'occasion introduit en République du Bénin doit être immatriculé ou réimmatriculé. C'est une obligation.
En son alinéa 2, le décret en son alinéa 2 stipule que l'immatriculation ou la rématriculation doit concourir à renseigner les données, les bases de données des services de sécurité publique. Concourir à renseigner les bases de données des services de sécurité publique. Donc, c'est dans le but d'organiser la sécurité publique dans l'État, puisque l'État est garant de la sécurité publique, que l'immatriculation des motos est obligatoire et exigée à tout citoyen. Si on prend l'exemple des voitures, vous voyez qu'aucun véhicule, aucune voiture, c'est-à-dire véhicule à 4 roues, n'est resté sans immatriculation. Donc, on ne peut pas opérer un vol avec un véhicule comme ça et faire 200 à 400 mètres, c'est-à-dire on commence déjà par localiser. L'immatriculation provisoire qui avec le temps. Qui avait le temps, c'est ça là, c'est supprimé. Voilà. On a supprimé. Donc vous allez remarquer actuellement que les braquages, les vols sont opérés avec des motos non immatriculées. Des motos qui n'ont aucune base de données au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Lorsque le dégât est commis, personne ne peut renseigner. Vous-même, vous avez votre moto qui est non immatriculée, vous garez, on vient le prendre. Il circule librement. Il peut circuler même devant vous, c'est difficile, vous allez reconnaître votre moto. Alors que toutes les motos immatriculées, il va faire combien de temps pour que quelqu'un puisse dire ah, madame, j'ai pu voir votre numéro, votre moto tout à l'heure. Voyez-vous, soit il serait obligé d'aller garer ou bien de mettre ça dans les casses, puisqu'on ne peut pas circuler sans immatriculation. Sans immatriculation. Voilà. Donc voilà, l'importance c'est pour renseigner la sécurité publique au niveau de chaque État. On prend l'exemple des pays de la sous-région. Oui. On ne peut pas rouler à Lomé, tout près, sans immatriculer votre moto. Oui. Voyez-vous. Si bien que je peux voler une moto à Lomé et venir rouler à Cotonou, tranquillement. Mais je ne vais pas voler une moto ici et aller rouler à Lomé. Même au Nigeria, c'est immatriculé. Dans toute la sous-région. Donc nous constituons un pôle d'insécurité. Donc le Bénin veut assainir ce secteur-là aussi. C'est clair. Mais il y a un citoyen qui a immatriculé sa moto déjà, qui a dit que lui l'avait fait à 3500. Il y a un autre qui a dit que le prix a augmenté à 11 500 francs aujourd'hui. Pourquoi une telle augmentation? Et avant l'avènement du régime de la rupture, il y avait l'ancien régime qui avait subventionné un peu l'immatriculation des véhicules, d'où le prix était à 3 900 pratiquement. Et on a appelé, on a sensibilisé, passer partout pour que les gens puissent immatriculer à ce prix. De fil en aiguille. C'est-à-dire l'agence, la direction générale est devenue une agence nationale de transport terrestre. Et dans le but d'offrir un service de qualité à ses usagers, a révisé le prix à 11 500 actuellement. Et ça dit que celui qui avait immatriculé sa moto à 3 500 n'avait pas obtenu des services de qualité? C'était des services de qualité, seulement qu'il y a, ça dit ça, avec la direction, j'ai dit maintenant que c'était subventionné. Donc ce n'est plus le cas. Ce n'est plus subventionné. L'agence est autonome et libre et doit faire face à ces prestations. Mais aujourd'hui, combien de motos sont déjà immatriculées au Bénin? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Je vais prendre la période de 2014, mai 2014 à novembre 2016. Nous avons pu immatriculer 169 000 motos. 169 000 motos. Et si on prend de novembre 2016 là, à nos jours, août 2018, nous sommes à 162 446 motos immatriculées. Donc, ça dit quand on fait un peu la comparaison, c'est que c'est en baisse. Les gens ne veulent plus, ne viennent plus immatriculer de leur propre chef. Et ce que nous avons fait même, on a organisé des campagnes foraines. Campagne foraine, on a rapproché le service public. Mais est-ce que ce n'est pas également le coût qui aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à revenir à la subvention au départ pour amener les populations à réellement immatriculer leur moto? Vous savez, le problème du Béninois, en fait, ce n'est pas le coût. Parce que dans l'arrêté 051, 051 du 28 juin 2016, il est fait obligation maintenant aux importateurs d'exhiber la preuve de l'immatriculation, les papiers d'immatriculation avant d'aller dédouaner. Si bien qu'en amont déjà,
Vous allez acheter la moto aujourd'hui, c'est que les frais d'immatriculation sont incorporés déjà. Vous avez le reçu. Mais les Béninois vont acheter, ils prennent et ça dit, pour leur problème, c'est que c'est l'argent qu'ils veulent. On ne vient même pas. Ils sont venus seulement avec la photocopie légalisée de la pièce d'identité, le numéro de votre contact, et puis on vous sort la carte grise et la plaque. C'est déjà prêt. Mais malgré ça, le Béninois ne vient pas. On va réduire un peu les mouvements. Vous comprenez? Mais là, combien de motos restent? Déjà, à votre niveau, vous avez encore combien de motos sous la main là pour immatriculer? Parce que les gens se sont fait arrêter, mais l'immatriculation n'est pas encore disponible. Leur activité prend un coup. Oui, au fait, je vous l'ai dit tout à l'heure que si, lors des campagnes foraines organisées, si les gens étaient sortis, on ne serait pas à ce niveau. Le Béninois attend toujours le dernier moment pour accueillir les services. Le Béninois aime la répression. La répression, voilà. Et tout le monde sort maintenant. Des gens ont demandé l'immatriculation depuis 2010, 2012. Les plaques sont pleines au niveau de nos services. Les gens ne viennent même pas les chercher. Et c'est maintenant lors de la répression que tout le monde appelle, tout le monde accourt pour avoir sa plaque d'immatriculation. Voyez-vous, donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de motos qui est là immatriculé parce qu'on en reçoit tous les jours énormément et beaucoup. Beaucoup, on est acculé. Et là, si on vient déposer, si je viens déposer ma moto aujourd'hui pour immatriculation, je pourrais l'avoir quand? Aujourd'hui, là, où le monde a dit, avec le monde fou qu'on a, je ne peux pas vous dire exactement. Sinon, en principe, avec les réformes qu'on a pu mettre en place, c'est que c'est 24 heures. Vous déposez aujourd'hui, demain matin, vous avez la plaque et puis la carte grise. Donc là, le moratoire accordé par le ministre de l'Intérieur de 3 mois ne servira à rien finalement? Non, ça servira à beaucoup de choses parce que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour immatriculer tous les dossiers qui sont déposés. Avant décembre? Avant décembre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Adjovi, chef service des études de la réglementation et du contrôle au ministère, à l'Agence nationale des transports terrestres du ministère des Transports terrestres. Ministère des infrastructures et des transports publics. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Bonne soirée à vous. Merci, pareil. Le dernier invité, le dernier grand plateau, mesdames et messieurs, c'est Esper. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, nous avons rendez-vous chez notre coach. Il est là, il est sur le plateau, Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel, pour nous donner les secrets pour une réussite socio-professionnelle. Marcel Effon, bonsoir. Bonsoir, heureuse, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Super bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Par la grâce de Propos Dieu. d'un coach, hein? D'un vrai coach. Oui, il se porte toujours bien. Toujours bien. Alors, lorsqu'on parle de réussite professionnelle, qu'est-ce qu'on y met? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question de la réussite professionnelle, mais sur l'angle de l'énergie comme carburant dont on a besoin. Réussite professionnelle et non socio-professionnelle. Oui, socio-professionnelle, bien sûr. D'accord. Sous l'angle de l'énergie, en faisant la métaphore de comparer cette énergie-là à du carburant dont vous avez besoin dans une voiture lorsque vous devez faire une distance, par exemple, de Cotonou à Porto Novo ou de Cotonou à Parakou. Donc, que vous le veuillez ou non, vous avez besoin d'une quantité alors du carburant. Aussi bien l'être humain étant une locomotive, un être vivant qui déploie de l'énergie, alors nous avons besoin du carburant faisant de la métaphore. On a besoin d'énergie. Généralement, nous ne nous rendons pas compte dans les divers projets socio-professionnels dont nous disposons qu'on a besoin effectivement d'avoir de l'énergie. Mais comment est-ce que nous canalisons cette énergie et comment est-ce que nous l'utilisons? Je vais parler d'abord, quand je parle d'énergie, c'est la même énergie, nous utilisons également dans la vie sociale. C'est pourquoi nous parlons de la vie socio-professionnelle. Mais je suis beaucoup plus intéressé alors à aborder la question de l'énergie ou de sa canalisation, surtout sur la vie professionnelle. Alors, parlant de l'énergie sur la vie professionnelle, j'ai eu la chance, comme j'ai toujours l'habitude de le dire sur ce plateau, j'ai eu la chance depuis 10 ans, en faisant ce travail d'accompagnement des gens vers leurs plus grands objectifs, vers la réalisation de leurs plus grands objectifs,
de découvrir plusieurs catégories de personnes en fonction de comment est-ce qu'ils savent alors utiliser les différentes lois du succès et la méconnaissance de ces lois-là et leur impact sur tout ce qu'ils font. Il y a une catégorie de personnes d'abord qui ne savent même pas que pour travailler dans une journée de 8 heures, qu'ils ont besoin d'une quantité d'énergie. Alors c'est un gros problème parce que c'est comme si vous prenez votre voiture et vous voulez faire un voyage, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin du carburant. Vous avez besoin vraiment de donner de l'énergie à la voiture. Mais dans la vie professionnelle, à quoi ça va servir? Ce que ça va servir est tout à fait simple. Vous venez au bureau, le travail commence à 8 heures. Et vous devez travailler de 8 heures, avoir une pause entre midi et 2 et reprendre le travail pour finir peut-être à 18h30. Mais il se fait que de 8 heures jusqu'à 18h30 où vous êtes sur les lieux du travail, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous retrouvez de l'énergie dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être devant votre ordinateur. Vous avez besoin de vous concentrer. Vous avez besoin d'utiliser le cerveau, de réfléchir. Si votre travail n'est pas un travail de réflexion, vous avez besoin de vous déplacer d'un point à l'autre. Dans le cadre professionnel, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'animer des séances ou pourquoi pas de coordonner des équipes, de donner des instructions. Mais c'est de l'énergie. Parler, c'est de l'énergie. Réfléchir, vous avez besoin d'énergie. Alors, est-ce que cette énergie-là, avant que le travail commence, est-ce que vous l'avez canalisée? Si vous ne savez pas que vous avez besoin de cette énergie, vous vous préparez en tout, sauf vous préparez pour avoir cette énergie. Donc finalement, vous allez vous préparer pour rien. Pour rien, justement. On s'habille très bien, une belle chemise, une belle robe, une belle cravate, un beau costume. On vient dans son bureau et on se rend compte qu'on n'a pas de quoi travailler. De quoi travailler, c'est l'énergie. L'énergie, mais comment canaliser cette énergie-là? D'abord, pour canaliser cette énergie, il faut d'abord se rendre compte, j'insiste sur la problématique de la reconnaissance de l'existence ou de la non-existence de cette énergie. Parce que les gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'une quantité d'énergie de 8h à 18h. Ils viennent se déposer. J'aime bien l'expression se déposer. Oui, on vient se déposer sur les lieux de travail, très beau apparemment, mais sans carburant, sans énergie pour travailler. Et les dégâts, vous voyez un beau monsieur, une belle dame, derrière son bureau, qui est obligé de se lever à tort et à raison. Il va dans tous les sens, elle va dans tous les sens et ne fait que regarder la montre pourvu qu'il sonne l'heure pour qu'elle puisse aller manger et revenir continuer le même scénario. À la fin de la journée, il rentre ou elle rentre chez lui, pourvu qu'également à la fin du mois vient, on le paye parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on jongle pour que le salaire puisse venir. Du coup, l'employeur a des gens qui travaillent pour payer la facture de d'autres personnes et si vous avez la malchance d'avoir une petite équipe et que c'est vous seul qui faites le travail, alors vous tapez le boulot. À la fin du mois, vos collaborateurs, vos collègues tapent le salaire. Donc là, si je comprends bien, lorsque vous savez que dans l'administration publique, on dit souvent que c'est la lenteur, donc peut-être l'absence ou le manque d'énergie également fait partie de ce qui explique cette lenteur administrative dans le secteur public. Le manque d'énergie et le fait qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin de cette énergie est d'abord un gros problème. Vous voyez un cadre qui travaille très bien, mais qui fait très bien la mauvaise chose pour ne pas canaliser de l'énergie pour une journée de 8 heures de travail. Ce qui va se passer, il vient au boulot, malgré la pression que sa hiérarchie lui met, il a bien envie, mais quand il commence à travailler, peut-être il commence à dormir. Parce qu'à force de vouloir puiser, n'ayant pas le choix, dans les réserves de l'organisme, le coût qui était droit, quand tu t'efforces pour faire un travail de concentration sur l'ordinateur, alors que les yeux ont besoin d'un minimum d'énergie pour que tu puisses tenir, alors les yeux commencent à aller tirer les réserves dans ton organisme. Il est concentré devant son ordinateur, après vous le voyez, sa tête descend comme ça. Il commence à dormir. Et quand le téléphone sonne et que la pression commence, il regarde le téléphone, il dit oui, je vais amener. La volonté est grande, mais il n'a pas du carburant. Une voiture avec laquelle vous sortez sans carburant, vous allez démarrer plusieurs fois, vous risquez de brûler, pourquoi pas de briser le moteur. Donc c'est ce qui arrive généralement. J'interpelle toutes les personnes qui veulent améliorer leur projet, leur carrière, qui veulent faire mieux, produire davantage de résultats. Soyez d'abord conscients que comme du carburant dans la voiture que vous traînez, vous avez besoin de savoir qu'il vous faut de l'énergie. Maintenant, comment canaliser cette énergie? Pour canaliser cette énergie, il y a deux choses. La canalisation de cette énergie se retrouve dans deux choses. La première, c'est dans les émotions. Et la deuxième, c'est dans les repas, la manière dont nous mangeons.
Alors, je vais aborder la deuxième et puis finir avec la première. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que l'habitude de manger est une habitude séculaire qu'il est difficile de changer. D'accord. Mais les gens mangent parce qu'il faut manger. On ne mange pas pour atteindre des objectifs précis. Et c'est pourquoi je voudrais montrer comment est-ce que vous pouvez faire de votre nourriture un outil pour avoir de l'énergie, une source d'énergie pour pouvoir travailler. Alors, il est recommandé, moi j'appelle ça le principe de 8-8-8. Alors, le premier 8, c'est de midi à 20h. De midi à 20h, ça fait 8 heures de temps. Qu'est-ce qu'on doit faire généralement pendant cette période en termes d'habitudes alimentaires? Il faut manger des aliments qui vous permettent alors d'avoir de l'énergie. Ça s'appelle des méga-aliments. Il y a des aliments qui nous donnent de l'énergie, et il y en a qui nous soustraient de l'énergie. Et pour reconnaître un aliment qui vous donne de l'énergie, il faut voir sur la base de quoi, de quel phénomène naturel cet aliment-là est cultivé ou est fait. Et j'ai des indices que vous pouvez noter si vous me suivez en ce moment pour savoir si l'aliment que vous devez manger entre midi et 20h est un méga-aliment qui vous donne de l'énergie. Il faut d'abord commencer à vous poser la question, est-ce que la fabrication de cet aliment est inspirée par exemple de l'air, le vent, l'air, le soleil? Est-ce que pour cultiver cet aliment, on a eu besoin du soleil? Est-ce qu'on a planté cet aliment sur la terre, la condition terre? Et maintenant, est-ce qu'il y a eu de l'eau? Lorsque ces 4 conditions sont remplies, quand vous prenez un aliment, vous êtes sûr que l'aliment est un méga-aliment. Mais l'aliment peut remplir ces 4 conditions, mais être transformé parce que quand vous prenez par exemple des légumes que vous devez manger, vous les coupez, vous mettez des substances pour pouvoir les conserver et vous les gardez pendant longtemps au frigo. Ce n'est plus exactement ce dont on vient de parler. Ça devient un aliment carné, très bien cultivé, remplissant les conditions, mais in fine, vous lui avez enlevé la substance qui fait que cet aliment est un méga-aliment. Vous avez encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes. Donc, la première partie, il faut savoir ce que vous mangez entre 8h et 20h. C'est la période où vous mangez tout ce que vous voulez. Mais attention, beaucoup de viande rouge, ça vous tire encore en arrière. Vous êtes nutritionniste? Je ne suis pas nutritionniste, mais l'expérience a montré. Lorsque vous prenez de la viande rouge, vous avez besoin plus de temps pour digérer et il y a plus de toxines. La médecine a dépassé ce niveau aujourd'hui. À la limite, si vous aimez la viande, prenez des viandes blanches pendant ce créneau et mangez des méga-aliments. Mais quand il est 20h, la deuxième tranche, la seconde séance de 8h, ça part de 20h à 4h du matin. Pendant cette période-là, ne mangez rien. C'est la période où, c'est le moment de la journée où l'organisme utilise ce que vous avez mangé entre midi et 20h pour les transformer en énergie, pour charger la batterie. Alors si pendant que ce travail de recharge de la batterie est en train d'être fait, vous continuez d'envoyer des aliments, ça veut dire que vous êtes en train de mélanger le système. C'est un appareil. OK? Comme le dirait l'expert en neuroscientifique, neurosciences, l'horloge biologique est bouleversée. Est bouleversée. Donc du coup, tout est mélangé, l'organisme se cherche. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Alors du coup, lorsque les gens doivent manger, ils se préservent de manger entre 20h et 8h et midi, entre 20h et 4h du matin. Vous ne mangez rien, vous ne buvez rien. Vous allez au lit, mais quand vous allez au lit, dans ces conditions, même à minuit, quand vous vous couchez, à 4 heures, après 4 heures de sommeil, si vous avez mangé avant 20 heures, vous avez eu un vrai sommeil réparateur et vous vous réveillez automatiquement. Automatiquement. Et maintenant, de 4 heures du matin à midi, c'est la période où alors votre batterie est chargée, que vous devez maintenant travailler pour pouvoir atteindre des objectifs de la journée. Et c'est le moment où l'énergie est là, vous en disposez, vous pouvez faire beaucoup de choses. On va vous avoir, je crois, ma chef d'édition, les 15 minutes sont épuisées, n'est-ce pas? Ben voilà, les 15 minutes Désolé, sont épuisées. On va vous avoir le mercredi prochain. Le mercredi prochain, voilà. Dieu, pour finir vraiment de développer cette théorie de canalisation de l'énergie pour vraiment rendre sa vie. C'est très important pour les très important. Merci beaucoup, Marcel Effon. Portez-vous très bien. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, il est l'heure, après l'espère, il est l'heure de recevoir ou d'entrer en liaison avec la rédaction de BB24 pour vous présenter le 19h45. Je vous retourne l'antenne, Estelle, pour le journal. BB24.
Tigan. Bébé 24, Adjama Tionoué. Bébé 24, le développement est notre affaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Relever le défi de la transformation du cajou dans tous les pays producteurs africains, plusieurs acteurs réfléchissent sur le sujet. C'est à travers la deuxième session du Conseil international consultatif du cajou qui se tient à Cotonou. En matière d'art de la scène, le Bénin a de nombreuses potentialités. Malheureusement, les formations, écoles et instituts adéquats font défaut. Les artistes béninois font avec les moyens du bord. Et puis, DVV fait son entrée dans le rang des artistes musiciens béninois. Jésus Degbe, c'est le titre de son premier album qui a été présenté au public. Après la Côte d'Ivoire en septembre 2017, c'est au tour du Bénin d'abriter les travaux de la deuxième session du Conseil international consultatif du cajou. Objectif, adopter les tests d'opérationnalisation du dit conseil et lancer les perspectives pour une transformation plus accrue de la noix de cajou. Plusieurs pays producteurs africains ont répondu. Présent reportage. En 2014, le Bénin a produit environ 95 000 tonnes de noix de cajou. En 2015, la production est passée à 124 000 tonnes et ne cesse de s'accroître d'année en année. Bel effort, dira-t-on, mais la transformation laisse encore à désirer. La transformation, voilà un défi que le Bénin partage en commun avec 7 autres pays producteurs africains réunis au sein du Conseil international consultatif du cajou. Ensemble, ces pays ont sonné qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. La filière cajou est une filière jeune, mais c'est une filière prometteuse pour la plupart de nos pays. Et les autorités de nos pays ont bien compris l'importance de cette filière pour leur économie et pour le développement, j'allais dire, endogène des populations. Mais d'abord et avant tout, il faut que les pays membres du Conseil se mettent d'accord sur des points importants. C'est un conseil qui est en train d'être mis en place et donc il va falloir porter des amendements par rapport aux documents qui vont régir le fonctionnement de ce conseil-là. Ces documents sont entre autres relatifs au règlement intérieur, au plan d'action minimum, à l'organigramme et au budget. Mais s'il y a un point sur lequel tous les acteurs sont unanimes, c'est bien la création de richesses que peut induire la transformation de la noix de cajou. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer l'importance du cajou pour nos pays africains en termes de pourvoyeurs d'emplois, puisque cette filière est une filière pourvoyeuse d'emplois. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les pays de la région souffrent du chômage. Les jeunes sont là en quête d'emploi et donc c'est une opportunité pour les pays de la région d'abord dans un premier temps de résorber le chômage et de l'autre côté maintenant de pouvoir transformer une certaine quantité, mais d'abord d'harmoniser le fonctionnement au niveau de la région pour que nous puissions tous nous soutenir à travers ce produit qui est très important pour nous. Le vrai défi de la filière pour nous pays africains, là je parle que des pays africains producteurs, c'est d'arriver à la transformation de façon à capter donc la valeur ajoutée, de façon à créer des emplois, de façon donc à avoir le maximum de profits liés donc à cette spéculation.
Au niveau de la transformation du cajou, le personnel des industries est à 80% composé de femmes. Une raison suffisante qui incite les participants à soutenir qu'il n'est plus question d'exporter la noix de cajou brute, de créer de l'emploi dans les autres pays au détriment de la main-d'œuvre locale. Le Bénin dispose de grandes potentialités en matière d'art de la scène, des potentialités qui ne seront valorisées qu'à force de travail et de formation. Mais le manque d'écoles et d'instituts de formation dans le domaine se dresse toujours comme un obstacle. Anthony Alaka, Marcel Arossi. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture. Je ne veux pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition. Mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, à appeler ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance. Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que apprendre un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent. Le cercle des artistes de la musique béninoise traditionnelle s'élargit. Cette fois, c'est DVV qui s'ouvre au grand public avec un premier album intitulé Jésus Degbe. Le lancement a eu lieu sous l'œil admiratif de ses fans. Simon Vignon, Patrick Adjagbojou. C'est une danse royale, jadis exécutée par les Amazones du royaume du Dahomey, signe de leur bravoure à combattre l'ennemi. La danse Hungan s'invite désormais dans le gospel et devient un symbole d'allégeance à Dieu. Alphonsine Wetcheko, connu sous le nom d'artiste DVV, Dieu vivant et vrai, en fait une source d'inspiration. Mon Seigneur, il est le roi des rois. Hungan, c'est pour les rois. Et le roi suprême, c'est mon Dieu. C'est pourquoi j'ai préféré le Hungan. Sa musique puise ses racines dans les valeurs endogènes et fait danser ses fans. DVV n'est pas devenu artiste pour satisfaire uniquement sa passion de chanter, mais pour mettre sa voix au service de Dieu. Les gynécologues de ce monde m'ont dit que je ne peux plus jamais faire d'enfant. Et le Seigneur m'a fait grâce.
il m'a donné les tristesses. Et après cela, je suis allée témoigner. Il a envoyé des chansons. Ma fille va chanter pour que les gens sachent que je suis encore à l'œuvre. C'est pourquoi j'ai commencé par chanter pour Dieu. Dans ce concert rythmé par des pas de danse et la générosité de ses admirateurs, DVV a su dédier tout son être et sa carrière d'artiste à l'Éternel. J'ai vu la joie dans le cœur des gens. J'ai vu que des fardeaux sont libérés. J'ai vu qu'il y a de l'enthousiasme et le peuple, la musique béninoise est glorifiée. C'est à l'honneur pour la gloire de Dieu. Quand on chante la musique béninoise, nous comprenons mieux les messages véhiculés. Et c'est facile à un Béninois de danser le rythme de chez lui. L'artiste livre sa musique au grand public avec son premier album vidéo intitulé Jésus Degbe, qui signifie en français Jésus ordonne. Hors du Bénin, à présent, coup de frein sur la croissance de l'économie nigériane. Selon des chiffres dévoilés, le produit intérieur brut du pays a affiché une hausse de 1,50% au deuxième trimestre 2018 contre 1,95% durant le premier trimestre. Cette baisse de régime est essentiellement imputable à une contraction du secteur pétrolier au deuxième trimestre. Les secteurs du transport, du BTP et de l'électricité ont en effet tiré la croissance durant le deuxième trimestre, tandis que la croissance du secteur agricole est tombée à 1,3% contre 3% une année auparavant. Au Mozambique, la société énergétique hydroélectrique qui assure la concession du méga barrage hydroélectrique a doublé son chiffre d'affaires au premier semestre 2018. Elle affiche 10 millions de dollars, soit 5 milliards 500 millions de francs CFA, ce qui représente 43,7% du chiffre d'affaires des compagnies nationales qui ont connu une croissance nominale de 137,9% de leur chiffre d'affaires pour la première partie de cette année. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24. On va se retrouver demain certainement pour le 19h45, n'est-ce pas? Oui, heureuse. Demain, je suis là au 19h45. Oui, Estelle, bye bye. Ce sera donc tout pour le 19h45. Toujours pour plus d'informations, je vous propose à présent de suivre ActuWeb. Bonsoir, heureuse d'annoncer, amis du web, bonsoir et bienvenue à vous dans l'actu web de ce mercredi 29 août. Aujourd'hui, je vous donne 4 informations. La toute première, à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi ont été adoptés hier à l'unanimité par les députés au cours d'une session extraordinaire. Il s'agit entre autres du projet de loi portant autorisation de ratification des accords cadres prémis en œuvre et de mise en œuvre signés à Tunis le 3 avril 2018 entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement BIRD. Un accord qui s'inscrit dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. Cette section Bérou-Boaé-Malanville, longue de 169,4 km, est d'un montant de 3 870 millions de francs CFA. Les autres points adoptés concernent le projet de loi portant autorisation de l'accord de financement signé à Cotonou le 11 juin 2018 entre la République du Bénin et l'Association internationale de développement AID dans le cadre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest dont le montant s'élève à 15 milliards de francs CFA. Il s'agit également du projet de loi portant autorisation de ratification du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté à New York le 6 octobre 1999. Au thème du vote de ces lois, les travaux ont été suspendus et reprendront demain jeudi 30 août avec l'examen du code électoral. Hors du Bénin, chez le géant du Nigeria, la croissance économique est passée de 1,95% durant le premier trimestre à 1,50% au deuxième trimestre 2018. C'est ce qu'a annoncé l'agence Ecofin se basant sur les données de l'Office national de la statistique. Cette diminution serait due à une contraction de 3,95% du secteur pétrolier au deuxième trimestre.
Il faut noter qu'entre le 1er avril et le 30 juin, la production brute a chuté à 1,84 million de barils en moyenne par jour, contre une moyenne de 2 millions de barils par jour au premier trimestre. Selon la même source, les secteurs du transport, du BTP et de l'électricité ont en effet tiré la croissance enregistrée durant le deuxième trimestre, tandis que la croissance du secteur agricole est tombée de 1,3% contre 3% une année auparavant. Toujours en Afrique, en Côte d'Ivoire, les jeunes en colère ont brûlé presque un village. D'après les informations de l'AFP, dans la matinée d'hier, 1000 villageois d'Atiankara ont perdu leur maison. Les assaillants venant du village de Katiola accusent ces derniers de la disparition d'un des leurs, un chauffeur qui serait allé déposer dans leur village des habitants de Kassem, un autre village venu à Katiola, disputer un match de football. Le véhicule du chauffeur a été retrouvé près du village d'Atiankara. Ses habitants affirment n'avoir pas vu le disparu, ce qui a rendu furieux les jeunes de Katiola et les a conduits à commettre leur forfait. Finissons l'actualité du web en restant toujours avec l'agence Ecofin pour parler de la tournée sur l'Afrique par Theresa May, la première ministre britannique. Une tournée qui a débuté depuis hier mardi. Il faut rappeler que depuis 2013, Theresa May est la première ministre britannique à se rendre en Afrique subsaharienne depuis ces 5 dernières années. Une expédition qui devrait la conduire en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya, où elle devrait échanger avec les dirigeants africains sur des questions liées à la sécurité et à la promotion du commerce et des investissements dans la perspective du Brexit. Theresa May est à la tête d'une délégation de 29 dirigeants d'entreprises britanniques, dont le directeur exécutif du London Stock Exchange, David Schwimmer, et le directeur du groupe Standard Chartered pour les marchés émergents, Bill Winter. Ce sera tout pour l'actu web de ce mercredi. Rendez-vous demain, jeudi, pour d'autres informations sur la toile. Merci à vous, Yasmine Damanta, pour l'actualité sur la toile. On va vous retrouver demain également. Alors, mesdames et messieurs, que me reste-t-il à vous proposer là? Bon, juste la météo. Oui, la météo en rappel. Et vous l'avez compris, c'est définitivement terminé. Le rappel de la météo vient mettre un terme au grand rendez-vous, à notre grand rendez-vous de ce jour. On va se retrouver demain pour de nouvelles informations, mais
sachez que quoi qu'il arrive, croyez en la vie, croyez en demain, croyez en chaque chose que vous faites. Mais surtout, croyez en vous-même. C'est l'essentiel. Je remercie toute l'équipe de réalisation conduite de main de maître par Christelle Sagbouran et toute l'émission coordonnée par Christian Yankadia, notre chef production. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. À demain. D'ici là, portez-vous très bien.